Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce dernier grand entretien de la saison, qui est aussi celui de la rentrée dans le magazine Lyon Décideur de septembre. Mayennais de naissance, Lillois pour les études, Madagascar pour le service en coopération, puis Paris chez Capgemini et Accenture, a géré des missions de transformation complexes pour les clients de ces deux géants du conseil, avant d'arriver à Lyon et de piloter le lancement du projet et territoire zéro chômeur de longue durée pendant 6 ans à Villeurbanne, en mécénat de compétences, et d'être choisi en 2022 comme directeur général de l'Aderly au printemps 2022. Bertrand Fouché, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous nous expliquerez comment vous avez pivoté de grands groupes vers une mission d'intérêt général à Villeurbanne et pourquoi vous avez voulu rejoindre l'Aderly l'an dernier, puisque cela fait un an tout juste que vous êtes en poste. On en profitera aussi pour faire le point sur les grands axes stratégiques de l'Aderly, repositionnés autour de projets à impact. Qu'est-ce qu'on entend par impact? Vous nous rappellerez le bilan 2022 de l'Aderly et les dernières implantations les plus marquantes de l'agence, qui fêtera dans un an ses 50 ans. À mes côtés, pour ce grand entretien, Maxime Feuillet. Bonjour Maxime. Bonjour. De journaliste à Lyon Décideur, évidemment. Et c'est Maxime donc, qui vous pose les premières questions. Votre première expérience, celle de votre service en coopération à Mananjari, une petite ville isolée de la côte est de Madagascar, vous a beaucoup marqué. Vous vous sentiez plus utile à faire de la coopération qu'un service militaire classique à l'époque, à 22 ans? J'avais envie à la fois d'une forme d'ouverture, notamment internationale. Donc Madagascar, c'était le dépaysement absolu, en fait. Et puis par ailleurs, j'avais déjà ancré au fond de moi la question de l'intérêt général et du faire avec. L'intérêt général, le service militaire le porte, mais le faire avec était plus adéquat dans une mission d'aide au développement. Et en quoi est-ce que vous avez vécu là-bas, ce que vous avez appris là-bas, vous a servi pour la suite de votre carrière? Alors j'ai déjà appris le malgache parce que j'étais dans une région où on ne parlait quasi pas français. Donc le fait de se trouver immergé dans une culture et une langue qu'on ne maîtrise absolument pas, qui n'a quasiment aucun repère avec celle du milieu européen, ça a déjà été une expérience immersive importante. D'autant plus qu'à l'époque, on ne communiquait pas par WhatsApp, où les communications étaient quasi impossibles à part par courrier. J'ai mon fils qui est actuellement à Madagascar comme scout, là. Il nous appelle une fois par semaine par WhatsApp et je vois quand même la différence qu'il peut y avoir en termes d'immersion. Donc le fait d'être vraiment en rupture avec sa culture d'origine, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. Et vous parlez encore malgache aujourd'hui? Alors je parle encore un peu le malgache quotidien, mais je comprends surtout les personnes qui parlent le malgache dans le métro. Donc je leur réponds en malgache et ça surprend assez souvent quand je rencontre. Donc à votre retour, vous passez ensuite dans 2 grands groupes de conseil informatique, Capgemini puis Accenture. Le choc et le retour en France, à ce moment-là, en 96 à Paris, est-ce qu'il n'a pas été trop rude? J'étais très préparé, je savais que je partais pour une mission de 2 ans, donc en fait on se prépare au retour. J'étais content aussi de retrouver un environnement personnel, familial, amical que je n'avais pas pu côtoyer pendant toutes ces années. Mais je pense que cette expérience à Madagascar, elle a été quand même le fil rouge de tout mon parcours professionnel. Et notamment en commençant, je ne connaissais rien à l'informatique et aux technologies, ayant été formé dans une école de management et de commerce, l'EDEC. Et donc le fait de pouvoir finalement dialoguer avec une culture qui était la culture des ingénieurs informaticiens pour mon premier job, c'est quand même une expérience que j'avais acquise dans un autre contexte, mais à Madagascar, en dialoguant avec les Malgaches. Alors, pratiquement 2 fois 2 ans chez l'un puis chez l'autre. Des missions pointues, piloter des transformations complexes chez les clients autour de l'organisation informatique avec des gestions déléguées de services, de la sous-traitance. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de ces années où la pression était très forte, je crois? Je garde un excellent souvenir. J'y suis resté 20 ans au total dans 2 entreprises à une culture très différente, une culture plutôt française pour Capgemini, même si c'est un groupe international, et plutôt anglo-saxonne pour Accenture. Ce que je retiens de ça, c'est 2 choses. Une très forte exigence, comme vous l'avez dit, très centrée sur les résultats.
Donc ce qui m'amène quand même, y compris dans mon job actuel, être très centré sur ce pourquoi on est missionné. Et puis l'autre aspect, c'est vraiment on est dans le domaine de la prestation intellectuelle, où en fait la richesse et les ressources, ce sont l'énergie et l'intelligence, on va dire, individuelle, mais surtout mise en résonance de manière collective. Donc je garde aussi de ces expériences finalement un très fort esprit du collectif. Et puis alors chez Accenture, vous avez l'opportunité donc de participer au lancement de Territoires Zéro Chômeur Longue Durée. Vous le faites en mécénat de compétences, en étant détaché d'Accenture, qui reste votre employeur. C'est un premier retour à un projet d'intérêt général. Voilà, alors l'intérêt général, ça m'avait jamais vraiment quitté, puisque je m'étais engagé à Lyon depuis le début des années 2000 à la tête d'une entreprise sociale qui s'appelle Artibois, qui est à Vaux-en-Velin, qui est une menuiserie, qui a un projet pour des personnes en situation de handicap psychique. Et ça a été l'émergence des projets. J'étais le président, bénévole, soir et week-end. Et c'est ça qui m'a donné vraiment le goût à la fois de l'entrepreneuriat social, on va dire, de pouvoir entreprendre au service du territoire et des personnes. Et les territoires zéro chômeur sont arrivés comme une opportunité à ce moment-là pour pouvoir aller encore plus loin. Et j'ai sollicité moi-même mon employeur Accenture, qui développe beaucoup de nouvelles formes en fait, d'engagement au sein de la responsabilité sociale, notamment par la mise à disposition de compétences de collaborateurs. Donc j'ai été très suivi rapidement, notamment par Christian Nimbourel, qui était le président d'Accenture France à l'époque, qui est toujours président de l'INSA à Lyon, qui avait un attachement plus particulier au territoire et qui m'a très fortement soutenu dans cette forme de prise de risque, on va dire, dans une carrière. Alors l'expérience va durer 6 ans. Quel bilan vous en dressez aujourd'hui? Est-ce qu'éradiquer le chômage de longue durée, c'est vraiment possible avec le recul? En tout cas, c'est un chantier qui prendra des années. Et on n'est pas au bout. L'innovation de ce projet, c'est de le faire à une échelle micro-territoriale qui permet vraiment de constituer autour de cette problématique du chômage de longue durée. Donc là, on touche des questions de grande précarité, de grande pauvreté, ces personnes qui ne sont pas sur le marché du travail, pour tout un tas de raisons. Et ce que je retiens de ce projet, de son efficacité, c'est vraiment le tour de table qu'on a pu faire autour, avec les collectivités, les syndicats, les entreprises, les personnes concernées, et la puissance en fait que ce collectif peut donner dans la création notamment d'une première entreprise qui est émergente à Villeurbanne, qui a aujourd'hui plus d'une centaine de salariés. Il y en a d'autres aujourd'hui sur le territoire de la métropole, mais c'est avant tout la puissance de ce collectif territorial qui a permis ça. Et donc au premier trimestre 2022, à la suite de ces 6 ans, vous voyez passer une offre pour le poste de directeur général de la Darly, une offre consécutive au décès brutal de Jean-Charles Faudis. Vous décidez d'y répondre. Pourquoi? Est-ce que c'est ce double projet managérial et stratégique qui vous a séduit? C'était cohérent pour moi d'un point de vue de contenu, puisque ça traitait des enjeux de territoire que j'avais touchés avec les territoires zéro chômeur. Et puis c'était aussi, on est dans le business, donc la relation quotidienne avec des investisseurs, des dirigeants d'entreprises françaises et étrangères. Ça, c'était mon passé plutôt Capgemini et Accenture. C'était un peu la synthèse des deux en termes de contenu. Et après, ce qui m'intéressait également, c'est le repositionnement stratégique à opérer pour la Darly, et associé à ça, forcément, le projet managérial. Donc ça cochait toutes les cases de ce que j'aurais pu rêver. Justement, sur cette réorientation stratégique, est-ce que vous aviez préparé votre projet en arrivant à ce poste-là, ou bien est-ce que c'est la métropole qui vous a dit voilà les grands axes qu'on vous demande de mettre en place, voilà comment ça doit se passer? Alors j'ai un tempérament plutôt autonome, à chercher à comprendre, et le processus de recrutement qui a duré quand même quelques mois m'a quand même amené à devoir développer un certain nombre d'arguments, une certaine vision. Donc j'ai quand même pas mal bossé, beaucoup rencontré de personnes aussi dans cette phase de recrutement. Et l'été dernier, j'étais aussi en phase je n'étais pas encore en poste, mais j'avais déjà cette perspective concrète, signé mon contrat, et ça m'a donné l'occasion de me préparer, et moi-même, en fait, finalement, avec tout ce que j'avais, la compréhension que j'avais de la situation, de proposer des choses. J'étais beaucoup challengé dans le processus de recrutement sur, finalement, quelle est votre vision du développement économique et de l'attractivité. Et les réponses permanente que j'ai essayé de proposer était: je n'apporte pas la solution magique à une équation complexe, mais je vais plutôt apporter une méthode qu'une solution clé en main. Ces entretiens, ils étaient avec des personnes et de la CCI et de la métropole? Alors le processus de recrutement, il a été complètement copiloté par la CCI et la métropole, et c'est fini d'ailleurs par une décision conjointe de Philippe Valentin, le président de la CCI,
et de Bruno Bernard, président de la métropole, dans leur bureau, le bureau de l'un d'entre eux. Et l'ensemble du processus a été piloté par les deux. À moi, après, pour me faire une idée de la stratégie de développement économique, j'ai rencontré énormément de gens. Je m'intéressais à l'actualité économique lyonnaise depuis des années, donc j'ai pu voir des dirigeants, des acteurs, des développeurs économiques. Enfin bon, voilà, je me suis fait un peu mon idée avant d'y aller. On pose cette question parce que vous avez donc deux patrons, la CCI et la métropole. Cette double tutelle économique et politique, est-ce qu'elle est compliquée à gérer? Est-ce que les sensibilités et l'approche sont toujours complètement alignées entre ces deux institutions? Alors il y a deux questions. La première, moi je considère que c'est une vraie chance d'avoir une agence économique qui est copilotée, coprésidée, cofinancée par à la fois les institutions économiques et les milieux économiques et les territoires. C'est une vraie chance parce que ça nous permet vraiment d'avancer sur les deux jambes, territoire et entreprise. Donc ça, pour moi, je considère que c'est un actif en fait très important, assez unique dans le paysage des agences de développement économique en France et à l'international. Après, est-ce que c'est compliqué? Parfois, ça l'est. Mais ce que je vois, c'est qu'il se passe au sein de la DERLI, notamment au sein de notre gouvernance et de notre conseil, c'est un espace de dialogue en fait. Et moi, je considère que c'est une de nos missions d'animer cet espace de dialogue parce qu'il y a une vraie attente, une volonté de construire une vision partagée du développement économique. Mais comme c'est une équation complexe, les discussions sont parfois aussi complexes. Voilà. Alors il y a eu, vous avez commencé à l'évoquer, toute cette redéfinition de la stratégie de la DERLI à l'occasion des 15 ans de la marque Only Lyon. Et ces deux versants d'Only Lyon, Invest in Lyon pour la partie entreprise, vous, et puis la partie tourisme, Office du tourisme. Est-ce que c'est une bonne répartition des rôles de faire cette scission en deux Alors on a en partage un territoire et qui est incarné par la marque Only Lyon qui finalement n'appartient ni à Invest ni à l'Office du tourisme mais qui appartient à tous les Lyonnais. Donc ce qu'on a en commun, c'est l'attractivité, le rayonnement du territoire, que ce soit pour les touristes, les congrès, les investisseurs ou les habitants eux-mêmes, puisque dans la stratégie d'Only Lyon, on vraiment prendre soin de l'ancrage en fait, de cette marque et de l'appropriation par les Lyonnais. Donc ça, on l'a en partage. La DERLI est techniquement opérateur de la marque Only Lyon, c'est-à-dire c'est elle qui anime les réseaux sociaux, qui organise la communication autour de la marque, mais on a un rôle d'opérateur. Voilà. Donc c'est vraiment à partir de cette marque en partage qu'on peut chacun décliner des missions qui sont quand même très différentes. B2C, on pourrait dire pour le tourisme, B2B pour Invest, mais on a beaucoup à faire encore ensemble, notamment autour des congrès, puisque quand il y a une décision d'une association professionnelle, généralement de rang international, d'organiser un congrès à Lyon, ça c'est le boulot de l'Office du tourisme et des congrès de promouvoir la destination, on voit que ce sont autant d'occasions de valoriser le territoire d'un point de vue économique et de déclencher même de temps en temps des projets de coopération ou même des projets d'implantation d'entreprises. Comment est-ce que vous définiriez la mission et le rôle de la DERLI aujourd'hui, DERLI, Agence pour le développement économique de la région lyonnaise? L'ADN a changé quand même depuis 2020? Alors la DERLI, elle existe depuis 50 ans, donc elle n'a cessé, de ce que j'ai compris de son histoire, de se réinventer. Là, on est dans un contexte très particulier sur lequel je pourrais revenir, mais qui nous amène aujourd'hui à redéfinir notre mission et notre raison d'être, à l'approfondir, on va dire. Et on se positionne vraiment comme l'acteur qui va regarder à l'extérieur, exogène, comme disent un peu les spécialistes, pour pouvoir valoriser les atouts de nos territoires et puis accompagner l'implantation, connecter en fait des projets qui soient des projets d'investisseurs, c'est-à-dire traduits concrètement par des investissements directs, mais également des transferts de technologie, l'accueil de talents, ou alors également des investissements financiers. Donc c'est sous toutes ces formes en fait aujourd'hui que notre mission se déploie en accompagnement de toute cette nature de projets. Après sur des projets qui sont, comme vous l'avez dit en introduction aujourd'hui, à impact, mais on va pouvoir probablement on y vient, oui, justement. Alors pour la DERLI, vous travaillez sur l'attractivité, mais de manière qualitative, sélective, autour d'implantation à impact, impact productif, environnemental, social, territorial. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui ne rentre pas dans ces critères, c'est non, et que vous dites allez voir d'autres territoires? Alors, la stratégie de sélectivité, elle était déjà née à peu près dans les années 2018. Elle répond à un enjeu des territoires de prendre soin en fait, des habitants, parce qu'on voit bien que l'acceptabilité par les habitants des projets de développement économique aujourd'hui a changé. Les ressources sont limitées. Quand je parle des ressources, c'est les ressources notamment foncières, mais également les ressources naturelles. L'eau, par exemple, devient un sujet préoccupant pour les implantations. Et plus largement, la situation, par exemple, du chômage n'avait rien à voir dans les années milieu des années 2010 à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, tension sur les talents et sur le recrutement.
développement. Donc ça nous oblige en fait à repenser cette sélectivité, cette stratégie. Et elle s'appuie aujourd'hui sur 2 piliers, c'est-à-dire un choix de filière stratégique extrêmement affirmé, et d'autre part la qualification de chaque projet pour lequel les services de l'agence sont sollicités autour d'une mesure d'impact. L'idée, c'est pas de réguler l'économie locale, hein. On est dans une économie ouverte où l'esprit d'entreprendre, on le cultive, on souhaite le développer. Donc on n'est pas une douane, mais simplement on adapte en fait notre niveau de service à la nature des projets qu'on accompagne, et surtout on essaie de les faire pivoter pour qu'ils s'ancrent au mieux et de manière durable dans le territoire. Ces impacts aujourd'hui sont plus ou moins intégrés par toutes les entreprises. Est-ce que cela veut dire que vous placez le curseur très haut pour ne retenir finalement que les entreprises les plus engagées ici sur le territoire? Alors moi, j'ai pas l'impression qu'on place le curseur très haut, parce que très souvent, en fait, les entrepreneurs et les investisseurs qui nous sollicitent, qu'on rencontre ou qu'on prospecte, ils ont une très haute conscience de leur responsabilité face aux enjeux environnementaux et sociaux, notamment. Certains ont leur modèle d'affaires qui est menacé par ces enjeux-là et doivent se réinventer. D'autres innovent dans ce domaine-là, et aujourd'hui, plus des 2/3 des projets qu'on accueille ont des marqueurs en termes de solutions, notamment contre le changement, pour lutter contre le changement climatique, que ce soit des solutions en termes de procédés ou de solutions de produits. Donc on va dire que les entrepreneurs nous précèdent en fait dans cette logique d'impact. Et justement, quel type d'entreprise aujourd'hui vous souhaitez attirer? Vous disiez que vous travaillez davantage par filière, par secteur. Quelles sont les priorités aujourd'hui de les filières stratégiques, c'est celles autour de l'énergie, des nouvelles énergies, autour de la mobilité, en intégrant les mobilités douces, que ce soit des services ou les produits. La santé, qui est un marqueur assez fort et qui se développe toujours autant à Lyon. L'industrie, notamment avec tous les enjeux de souveraineté en termes de production. L'économie sociale et l'entrepreneuriat social qui est très important, et également tout ce qui est lié à la construction durable, parce qu'on sait qu'il y a d'énormes besoins aujourd'hui dans la transformation du bâtiment et de la construction pour faire face aux enjeux climatiques. Ce nouveau positionnement donc de l'Adderly, plus qualitatif que quantitatif, est aussi celui d'autres agences de développement économique en Europe. On peut penser à Copenhague, on peut penser à Stockholm, Amsterdam. Est-ce que vous entretenez des échanges avec vos différents homologues européens sur ces questions-là? Alors exactement, on a un réseau qui s'appelle Choose Europe, qui réunit une quinzaine d'agences de développement économique métropolitaine avec les villes que vous avez citées. On est très actif. Lyon a été cofondateur de ce réseau. On a une part très active, et c'est notamment dans ces espaces-là qu'on discute de nos stratégies d'impact. Vous avez cité Stockholm. Stockholm organise en septembre sa semaine de l'impact. Revendique en fait d'être the home of impact, donc la maison de l'impact, et a fondé toute sa politique de développement économique, d'attractivité dessus. Donc on va participer à cette semaine de l'impact en témoignant nous-mêmes de ce qu'on fait ici, et la Chambre de commerce sera à nos côtés pour pouvoir partager ces expériences. Donc on est vraiment dans une tendance européenne autour du renouvellement de développement économique sur ces questions d'impact. Alors vous occupez un poste qui nécessite aussi d'aller promouvoir le territoire à l'international. C'est ce que vous avez fait à Montréal il y a quelques mois. Et vous envisagez aussi de spécialiser des équipes sur quelques pays phares, comme le Japon par exemple. Dans quel objectif ? Alors, l'international, c'est inhérent, c'est consubstantiel à la mission de l'Adderly. On a toujours accompagné parmi environ 40 à 50% de projets d'origine internationale, et ça reste un marqueur assez fort, parce que Lyon est une ville très ouverte, avec des relations notamment à fondement économique avec l'ensemble des pays du monde. Donc c'est inhérent aussi aux filières que je vous ai citées, où on trouve dans ces filières-là des solutions, notamment venant de l'international, qui sont très utiles pour notre territoire. Après, on est en train de refondre notre stratégie internationale pour aussi appuyer des géographies cibles. Donc l'Europe, vous l'avez cité, notamment via ce réseau d'agences avec lequel on coopère. L'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Et sur l'Asie, il y a une histoire très particulière de Lyon avec le Japon, qui date de plusieurs centaines d'années, notamment autour de la soie. Et on voit qu'il y a une surreprésentation des investisseurs japonais sur notre territoire, qui est liée à ces relations historiques. Peut-être aussi sur le fait que l'Adderly avait dédié des ressources au Japon très tôt et de manière continue. Et on voit aujourd'hui les Japonais très actifs sur les solutions technologiques pour la transition, notamment par exemple dans le recyclage du plastique. Et là, on les accompagne aujourd'hui plutôt dans du transfert de technologie que de l'investissement direct. Alors, à propos de
de l'Asie, la Chine plus spécialement. Si on prend l'exemple des panneaux solaires et de la volonté de reconquête de la souveraineté en la matière, avec l'implantation de la Gigafactory à Fos-sur-Mer, là, pilotée par Carbone, société lyonnaise. Est-ce que c'est pour vous un échec de ne pas avoir décroché dans la région ce projet qui, encore une fois, est parti de Lyon? Alors, c'est pas du tout un échec parce qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui. La Gigafactory Carbone qui est projetée à Fos, elle a une emprise d'une 60aine d'hectares, avec des enjeux aussi d'accès à la façade maritime pour lequel Marseille répond très bien. En revanche, ce n'est pas le tout du projet Carbone, puisqu'il y a des aspects de recherche et développement, de campus, d'assemblage aussi, puisque là-bas seront produites les cellules, mais l'assemblage des modules sera fait sur un autre site. Et nous sommes en train de travailler avec Carbone pour l'implantation justement de ces autres fonctions dans la région lyonnaise, et ce qui va permettre aussi de valoriser l'axe fluvial et de préfigurer peut-être de la nature de futurs projets industriels, autres que Carbone, autour de cet axe Marseille-Lyon, avec notamment le fleuve comme trait d'union. Donc tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini. Moi je considère que Carbone, tout n'est pas fini, que Lyon a une très grosse carte à jouer sur laquelle on est très actif. Et surtout, ça préfigure vraiment de ce qu'on va pouvoir faire avec Marseille. On a entamé des discussions avec nos collègues de Provence Promotion dans la foulée un peu de l'initiative qui sont prises sur le port. Et ce type de projet-là, qui avec un découplage d'implantation sur plusieurs sites, est extrêmement intéressant pour notre région, qui n'a pas énormément de foncier à offrir, puisque globalement, trouver des fonciers de plus de 20 hectares, c'est aujourd'hui très compliqué sur la région lyonnaise, y compris sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, on a des écosystèmes en termes académiques, de diversité d'industrie, etc., qui sont très intéressants pour des projets de cette ampleur. Ça pourrait être un peu le même schéma que Vercors, Gigafactory dans les Hauts-de-France et la recherche et le développement toujours à Grenoble. Oui, sauf que là, on peut avoir aussi des flux physiques via le fleuve. Et derrière les implantations de carbone, il y a la R&D et le campus, mais il y a également des aspects productifs sur lesquels on pourrait avoir un rôle à jouer. Alors en matière de réindustrialisation, on sent la volonté conjointe très forte de l'État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça suit aussi du côté de la métropole de Lyon. Alors la métropole, elle a affiché comme objectif un objectif clairement de rapatrier du productif pour des enjeux de souveraineté, d'empreinte écologique, et nous suit complètement dans cette stratégie de réindustrialisation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on a un alignement européen, national, régional et territorial. C'est pas simple de réimplanter de l'industrie pour qui que ce soit, parce qu'il y a des tensions d'usage sur le foncier, notamment sur les talents. C'est des projets qui prennent beaucoup de temps. Un projet industriel, c'est forcément plusieurs années, et c'est aussi très complexe, et ça change de métier aujourd'hui, puisque aujourd'hui la majorité de nos projets sont des projets industriels et productifs, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans en arrière. Donc ça change aussi le métier, nous, des équipes, pour pouvoir accompagner la complexité de ces projets. Justement, en 2019, les 3 plus gros projets créateurs de plus de 50 emplois étaient dans la logistique. En 2022, vous l'avez dit, ils sont exclusivement dans l'industrie. Ça veut dire que la réindustrialisation est en bonne voie aujourd'hui ? Très clairement, moi je vois des signaux très positifs autour de la réindustrialisation sur nos territoires. Aujourd'hui, 60% de notre portefeuille de projets sont des projets productifs. On le voit aussi dans les recrutements pour lesquels on accompagne les entreprises. En 2020, on faisait encore 70 à 80% de recrutement de cadres et 20% techniciens opérateurs. Aujourd'hui, on a 50-50. Donc ça témoigne aussi en fait du basculement productif du territoire, mais c'est un très long chemin, encore très complexe. On parlait de la logistique qui avait été très présente à la fin des années 2010. Un petit point sur le dossier Amazon. On en est où aujourd'hui de l'arrivée de ce méga entrepôt qui était prévu à Colombier-Saulnieu, à côté de l'aéroport ? Alors ça, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup, puisque ce n'est pas un projet qu'on accompagne. Donc je n'ai vraiment aucune information sur le sujet. Ce que je peux juste dire, c'est que parler d'industrie sans parler de logistique, c'est forcément, ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas opérant. Donc je souligne aussi, je vois beaucoup de projets logistiques aussi qui se réinventent, notamment pour pouvoir diminuer leur consommation foncière, avec de la logistique en étage, qui prennent en compte les enjeux de décarbonation des flux et des moyens de transport. Donc la logistique bouge extrêmement vite et on ne peut pas penser réindustrialisation sans penser logistique. Est-ce que le fait de travailler pour le Nord-Isère, la région stéphanoise, la région de Villefranche, vous permet de placer, entre guillemets, des entreprises que Lyon ne veut pas sur le reste du territoire de la grande région lyonnaise ?
Alors, ce n'est pas du tout la logique en fait, de la DERLI. Aujourd'hui, ce qui fait notre force, je crois, c'est le fait d'intervenir sur une région économique, la région économique lyonnaise, qui a un sens du point de vue du bassin économique et du bassin d'emploi. Et on a cette chance par rapport à d'autres agences qui sont calées sur des périmètres administratifs qui font beaucoup moins de sens sur le plan économique. Et j'ai découvert, c'est une découverte relativement récente, que finalement notre pertinence en termes d'influence géographique, elle était vraiment là parce qu'elle s'adossait sur un bassin économique réel, indépendamment des frontières administratives. Alors ce qui n'est pas très simple d'un point de vue gouvernance, parce qu'il faut pouvoir passer les frontières administratives, mais qui d'un point de vue de la pertinence dans l'accompagnement des projets suscite beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs qui s'intéressent à notre région. Alors, je venais d'en parler, oui, un problème aussi, donc, et vous l'avez évoqué à propos du projet Carbone, sur la raréfaction du foncier, où seul le parc industriel de la Plaine de l'Ain offre des disponibilités foncières supérieures à 20 hectares. Comment est-ce que vous gérez cette donnée ? Alors il y a tout un travail de recensement qui est fait, alors plutôt par les collectivités et les opérateurs publics dans lequel on essaie vraiment de se brancher, d'avoir la connaissance. Il y a quand même une vraie connaissance pilotage parce que le foncier il se cache très, très souvent. Notamment il y a beaucoup de foncier qui appartient à des entreprises privées. Et donc tout cet enjeu-là d'identifier les projets qu'elles peuvent avoir pour ce foncier-là, c'est un enjeu de la connaissance et du pilotage. C'est un enjeu très fortement porté par l'État et la région notamment. J'évoquais le fleuve tout à l'heure. Une des premières actions en fait, du port Marseille-Lyon en préfiguration, c'est le recensement du foncier à proximité. Donc là, il y a l'enjeu de la connaissance en fait, pour nous, puisque c'est notre offre. Et le deuxième enjeu, c'est de travailler avec les projets, les investisseurs, sur l'optimisation de la consommation foncière, de travailler aussi avec eux les modes on va dire, d'utilisation de ce foncier. Historiquement, beaucoup de projets voulaient devenir, d'investisseurs voulaient devenir eux-mêmes propriétaires du foncier. Ça, aujourd'hui, on arrive à travailler avec eux sur des modes en fait, d'intervention différents, sur des bails amphithéotiques ou des droits à construire. Donc tout le mode de contractualisation, on va dire, sur l'utilisation du foncier évolue. Et sur la consommation foncière, on a pour projet d'être au plus près en fait, des entrepreneurs et des investisseurs pour les aider à travailler sur la consommation foncière, sur les aider à réduire en fait, l'empreinte, mais ce qui est très compliqué parce que ça a des conséquences sur leur processus de production. Nous, on n'est pas les experts de ça, mais on peut s'appuyer sur des experts et en tout cas d'augmenter ce niveau de sensibilité sur la consommation et l'empreinte foncière. D'autres agences, par exemple comme l'agence d'Alsace, sont assez innovantes sur le sujet pour challenger en fait, les investisseurs sur leur consommation foncière. Il y a un foncier important qui va se libérer dans les prochains mois avec le départ d'Euronews du Cube Vert de la Confluence, un bâtiment assez gigantesque quand même en bord de Saône. Est-ce que ce départ d'Euronews du Cube Vert de la Confluence offre des possibilités nouvelles et un atout fort de votre argumentaire quand vous essayez de séduire des entreprises ? Aujourd'hui, sur le tertiaire, on n'est pas franchement contraint parce qu'il y a un développement de l'offre en tertiaire qui évolue bien. Par ailleurs, les projets tertiaires ont aujourd'hui beaucoup changé de nature avec le Covid. Il n'y a plus de projets en Europe de concentration de sièges. Aujourd'hui, le télétravail qui a été vraiment acculturé par le Covid fait qu'aujourd'hui, on voit très peu de projets de recherche et développement ou de purement tertiaire qui visent à de la concentration. On est plutôt sur une forme d'atomisation. Donc la consommation foncière en grand bloc est plus vraiment une demande qu'on voit. En revanche, d'avoir un produit comme ça, mais comme il y en a d'autres, notamment dans la régénération du quartier Pardieu, c'est hyper attractif pour des entreprises qui, parce qu'elles font le choix de Lyon pour implanter leurs équipes, sont d'autant plus sensibles à la qualité du bâtiment parce qu'elles ont besoin d'attirer les talents pour qu'ils viennent vraiment bosser au bureau. Donc il faut des très beaux bâtiments. Si on s'intéresse au bilan 2022, 65 implantations, c'est quand même 2 fois moins qu'en 2018-2019 où on tournait autour de 110-120 implantations par an. Est-ce que ces nouvelles orientations de la DERLI, ces nouvelles orientations stratégiques, est-ce qu'elles font perdre des implantations ? Alors il ne faut pas réduire l'attractivité du territoire à l'activité de la DERLI parce que le territoire reste et continue d'être extrêmement attractif. Si vous regardez la progression par exemple de la création d'emplois chaque année sur la région économique lyonnaise, on est environ à 30 à 40 000 créations d'emplois nettes depuis les 5 dernières années et ça ne faiblit pas. Donc c'est un très fort taux de croissance et par ailleurs en volume, il faut voir ce que ça représente. Donc le territoire est extrêmement attractif. Ce qui a changé, c'est notre stratégie de sélectivité, mais aussi la taille des projets qui augmente.
Aujourd'hui, si on était à cette époque-là à moins de 20 emplois par projet. Aujourd'hui, on est aux alentours de 25. Et j'ai reçu là les statistiques des agences françaises, enfin métropolitaines françaises. Et on est aujourd'hui en termes de volume d'emplois par projet largement supérieur à ce que font nos petits collègues. C'est environ une quinzaine d'emplois par projet dans les métropoles françaises. On est aujourd'hui, nous, en termes d'accompagnement, plutôt à plus de 25. Donc on va chercher des plus gros projets, notamment avec un contenu productif et plus sélectif sur les impacts et les filières stratégiques. Donc c'est le positionnement en fait qui fait que nos résultats aujourd'hui sont ceux-là. Mais je pourrais revenir un peu sur les indicateurs de performance parce que probablement, enfin ce qu'on se dit, et notamment dans notre réseau d'agences européennes, c'est que de mesurer l'impact et l'attractivité d'un territoire sur le nombre de projets, le nombre d'emplois où les montants en euros ou en millions d'euros d'investissement ne suffit plus. C'est qu'il faut pouvoir créer des indicateurs nouveaux qui tiennent compte en fait des nœuds de coopération, de l'ancrage durable des projets sur les territoires, de la nature des emplois. Simplement, il faut construire des indicateurs qui soient simples, mesurables, objectivables et compréhensibles par le plus grand nombre, et notamment les analystes qui sont friands des panels et des tableaux. Donc c'est un sujet qu'on a lancé au niveau européen de définir de nouveaux indicateurs. Si on devait citer 2 ou 3 projets marquants de cette année 2022 en termes d'implantation, d'annonce d'implantation, alors je voudrais en partager peut-être 2. Il y en a un dont on commence à pas mal parler, c'est Forvia, donc l'ex-groupe Forestia qui implante à Lyon et qui ouvre son bâtiment là, cet été à la Doua, son centre de recherche et développement mondial en fait, sur les nouveaux matériaux, sa division mondiale qui s'appelle Matière Act, qui travaille sur les matériaux biosourcés et recyclés qui vont équiper les voitures de demain. Donc avec du chanvre dans les tableaux de bord. Et donc ils ont choisi Lyon. Ils n'étaient pas du tout implantés à Lyon en termes de R&D ou d'industrie, à part par leur participation qu'ils avaient dans Symbio. Ce qui leur a fait faire le choix de Lyon, c'est la diversité des industries, parce qu'on voit bien que les filières de la transition comme celle-là, elles effacent en fait les frontières entre filières. Eux, ce qui les intéressait ici, c'était l'écosystème en termes de chimie, en termes agricoles, en termes automobiles. Ce qui est intéressant aussi, c'est un projet qui n'est pas uniquement un projet l'idée de poser 400 chercheurs sur le sujet, mais d'ouvrir leur infrastructure, notamment de leur labo de recherche à des startups, à des écosystèmes. Donc, à l'appui de leur projet, il y a un incubateur, et ça, c'est vraiment une illustration d'un pivot en fait qu'on a fait avec les dirigeants de Forvia autour de leur intégration. Puis le deuxième, quand même 400 emplois. C'est 400 emplois en recherche et développement, plus tous les emplois induits, notamment par les startups qui vont pouvoir accompagné. Et le deuxième, c'est Oriba, qui est un industriel japonais spécialisé dans les instruments de mesure et qui a implanté à Lyon, sur la filière hydrogène, en fait, un centre de test de batteries et de piles à hydrogène. C'est intéressant parce que c'est un investissement japonais, donc ça conforte en fait la présence des Japonais sur notre territoire. C'est un industriel qui fabriquait des produits, qui passe dans une logique de service, c'est-à-dire qu'ils ne vendent plus aujourd'hui sur notre site des équipements, mais ils vendent des prestations de services de test. Et ils sont amarrés en fait notamment à Symbio et au développement de la filière hydrogène dans le domaine du transport, et font en fait de Lyon leur hub sur le sujet. Juste pour rappeler, ces 65 implantations, ça se répartit comment entre ce qui vient de France et ce qui vient de l'international ? L'année dernière, on était un petit peu moins de 40% en projets à capitaux étrangers. Donc ce qui est globalement dans la moyenne historique de la dernière. Quand Bruno Bernard dit qu'il ne veut pas voir la métropole croître indéfiniment en population, cela veut forcément dire moins d'implantation d'entreprises. Est-ce que cela peut être handicapant par rapport aux autres grandes métropoles ? Alors ce qu'on voit, c'est que toutes les métropoles sont aujourd'hui contraintes par cette question à la fois de l'acceptabilité par la population des projets et puis de leurs propres limites en termes de logement, du niveau de vie qui augmente et qui font une énorme pression en fait, sur les citoyens. Donc aujourd'hui, toutes les métropoles européennes sont vraiment conscientes en fait, de la prise en compte des citoyens dans leur stratégie de développement économique. Donc, et nous, c'est une finalité qu'on prend de plus en plus en compte. Et ce qui nous amène en fait à coopérer, à être sélectif
à coopérer avec d'autres territoires. Les territoires voisins, alors on a parlé de stratégie de desserrement territorial. Moi, je suis très peu à l'aise avec ce mot-là, parce que les autres territoires, y compris de Saint-Étienne, de Roanne, aujourd'hui ont des taux de chômage pour Roanne, par exemple, qui sont inférieurs à ceux de la métropole de Lyon. Donc ils ont les mêmes tensions, en fait, notamment sur les ressources humaines. Ils ont aussi des tensions foncières, parce qu'ils veulent privilégier aussi du foncier pour les entreprises déjà implantées. Il y a la perspective de la zéro artificialisation nette qui fait aussi qu'on ne peut plus développer autant de foncier économique que l'on souhaiterait. Donc tout le monde est un peu dans le même bateau. Et pour pouvoir répondre à ces enjeux-là, ce n'est pas juste de pousser les projets à l'extérieur de la métropole, mais c'est vraiment de mettre en place des stratégies de coopération et de voir quel est le bon projet à la bonne place. Alors, le monde économique, Chambre de commerce et d'industrie en tête, est un ardent défenseur du projet Lyon-Turin, projet à impact environnemental, on va dire. On sait que la métropole de Lyon, dont vous dépendez aussi, elle, y est opposée. Quelle est la position de Bertrand Fouché sur ce dossier ? Alors nous, notre horizon, c'est l'horizon de notre métier, c'est vraiment l'horizon du court-moyen terme. C'est-à-dire que les projets qu'on accompagne, nous, c'est des projets, notre action, elle s'inscrit sur 2 à 4 ans. Donc c'est pas nous qui décidons de l'offre en infrastructure. On tient compte en fait de ce que le territoire prépare pour le futur et on n'est pas amené à prendre ni des positions, ni à être contributif de projets comme cela. Donc on va laisser les politiques décider des orientations et de la création d'infrastructures et nous, on adaptera en fait notre stratégie d'implantation et de développement économique finalement à ce que sera l'offre territoriale. Voilà, je ne peux pas dire plus, on n'est pas du tout aux manettes de ce type de projet. Oui, je sais bien, mais quand les entreprises sont demandeuses, nous, sur le sujet ou sur l'idée de d'enlever des camions dans les vallées alpines. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même cet axe Marseille-Lyon via le fluvial qui se développe, qui devrait être appelé à se développer très fortement et pour lequel on est très contributif, notamment vers les implantations industrielles. Et clairement, ça ouvre derrière la porte en fait à l'entrée dans l'Europe et notamment pour pouvoir capter du flux. Donc c'est vrai que la mise à niveau des infrastructures ferroviaires, parce que là il ne s'agit pas juste du Lyon-Turin, du tunnel en tant que tel, mais de l'ensemble de l'accès en fait au Lyon-Turin, ça va dans le sens de la décarbonation des échanges et de ce que nous demandent effectivement les industriels. Pas de question. Pour finir, juste Seb, qui choisit la Bourgogne pour sa future plateforme logistique. Est-ce que là aussi vous vous dites dommage, on a loupé quelque chose ? Non, pas du tout. Parce que les centres de décision de Seb restent ici. La valeur ajoutée continue d'être produite sur le territoire à Écully. On n'avait pas la capacité à proposer ce type d'infrastructure. Donc pour nous, on est vraiment tout à fait heureux du développement de projets chez nos voisins. Et d'ailleurs, de plus en plus de projets d'implantation sont regardés en fait en transparence avec d'autres agences en France et à l'étranger. Parce que les solutions sont souvent à imaginer ensemble, quoi. Donc voilà, les logiques de pure compétition entre territoires, et notamment à l'échelle européenne, sont sur le créneau sur lequel nous sommes à Lyon aujourd'hui, sont quand même de plus en plus rares. Très bien. Merci beaucoup Bertrand Fouché, merci. Maxime. On va vous offrir le dernier Lyon Décideur. Rendez-vous à la rentrée pour le prochain grand entretien et ce sera toujours bien sûr chez Ma Pièce. Bonne reprise, merci, au revoir. Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur.